Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. Architecture. Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. Alors, eh bien, bonjour. Bon, merci d'être présent à cette deuxième séance de rencontre autour de ma thèse. Aujourd'hui, on rencontre Christelle Elage, que je vais présenter dans un instant, et qui va être avec laquelle on va avoir notre avec Solène. Ça commence bien. Avec Solène Guévez. Donc Solène qui est maîtresse de conférence à l'école d'architecture de Paris-Belleville, que certains d'entre vous connaissent, et que nous trouvions opportun d'inviter pour discuter avec Christelle, puisque Solène a fait son doctorat sur une grande infrastructure urbaine qui est le canal Saint-Martin et qui entre en écho en quelque sorte avec le travail que mène Christelle dans le cadre de sa thèse. Christelle est doctorante donc à l'IFROS, Auxerre. Elle est co-encadrée par Christiane Amazzoni, qu'on vient de voir apparaître et qui va réapparaître de l'autre côté dans un instant. Et elle est également co-encadrée par une collègue de l'Université libanaise de Beyrouth, du laboratoire CERDA, ça ne s'invente pas, Christiane Sfer, donc une Christiana et une Christiane pour encadrer une Christelle. Christelle est architecte. Elle est diplômée en 2017 de l'université Saint-Esprit Kaslik, c'est bien ça. Elle a également été post-diplômée à l'école d'architecture de Bordeaux en 2019 et également de l'école d'architecture de la Villette en 2020. Le sujet de l'intitulé du travail de recherche de Christelle, et je lis, parce que c'est un sujet à rallonge, Rails et trams, analyse des processus de reconquête des infrastructures ferroviaires abandonnées en tissu urbain. Et dans le sujet officiel déposé et défendu, présenté à l'école doctorale Ville, Transport et Territoire, il y avait encore 2 ou 3 lignes de précision, mais 2 ou 3 lignes qui ont changé. Et c'est pour ça que je ne les lis pas. Mais en revanche, c'est ce qui m'amène à poser ma première question à Christelle. Les sous-titres de la thèse ont changé. Ils ont changé en fonction d'une évolution du sujet, d'une évolution de la réflexion, de l'approfondissement scientifique et
de recherche, mais également en fonction d'autres facteurs. Et j'aurais aimé que vous nous en disiez un peu plus de ces évolutions. Je pense que c'est important pour nos amis doctorants, moins jeunes doctorants, mais aussi pour les étudiants de master qui sont présents. Le sujet de recherche n'est jamais complètement stabilisé. Évidemment, le jour où on soutient une thèse, vaut mieux qu'il le soit, au moins provisoirement, mais on sait que ce sont des choses qui évoluent. Et donc, voilà, j'aurais aimé que vous nous en disiez plus, Christelle. D'accord, bonjour. En gros, mon sujet de thèse, il a évolué en pratique et théoriquement et même méthodologiquement en répondant à plusieurs facteurs depuis que je suis venue en France pour faire ces 2 post-masters. Donc, c'était l'occasion de justement construire mon sujet de thèse pendant ces 2 premières années de post-master. Je dirais que la seconde grande partie ou grande phase qui a marqué l'évolution de mon sujet de thèse avec le rajout du site de la petite ceinture, parce qu'au début je voulais travailler uniquement sur le site du Liban, et j'en parlerai de ça un peu, je développerai ça plus tard. Et du coup, la troisième aussi plus grand facteur qui marque l'évolution et la mutation de ce sujet et qui a marqué très spécifiquement mon parcours jusqu'aujourd'hui, c'est cette recherche continue de bourses, de petites bourses et de financement dont j'ai postulé depuis le début de la thèse, parce que en vrai, j'ai pas de financement de thèse, on va parler de ça plus tard. Et donc, pour faire marche arrière et développer ces 3 idées, donc premièrement, comme je disais, durant mes 2 années de postmaster, j'ai commencé à me poser des questions autour du chemin de fer du Liban. Et donc, très clairement, mon sujet de thèse, il a commencé par un site très bien défini, qui est le site du chemin de fer abandonné au Liban. Et à partir de ce site, j'ai commencé à poser des questions qui étaient au début des questions autour de l'histoire, de l'histoire de la construction de ce site, de l'histoire de l'abandon, de l'obsolescence, de la transformation et de ce qui est devenu aujourd'hui. Et mon parcours de postmaster, il a alimenté ces questionnements-là par une étude exploratoire et de découverte tout au long du postmaster, surtout à Bordeaux, parce que c'est un postmaster qui est quand même engagé dans le terrain, dans l'immersion. Et à cette occasion aussi, j'ai fait un stage de recherche dans un labo de recherche au Mexique sur les mêmes questionnements, donc aussi sur les gares abandonnées au Guanajuato, au Mexique, qui ont été déjà transformées, par exemple. Et donc, j'ai fait ce retour au Liban pour construire le premier jet de mon sujet de thèse et qui m'a permis de postuler au DPEA Recherche à la Villette avec ce premier site. Et pour faire vite, durant cette année de postmaster, du coup, je me suis rapprochée de ma directrice de thèse, Christiana, et on a commencé à co-construire ce sujet ensemble avec la co-directrice au Liban, Christiane, et en postulant justement un appel à projet de recherche qui a été mené par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique autour des questions des infrastructures, de transport, l'écologie, toutes ces questions-là qui sont aujourd'hui aussi au cœur de mon sujet de thèse. Et à cette étape-là, il était exigé de rajouter un terrain en France. Et donc, on a décidé ensemble, en co-construisant ce projet, de rajouter le terrain de la petite ceinture. Et c'est à partir de là qu'on commençait à se poser les questions autour, justement, de la transformation de ces chemins ou de ces infrastructures-là dans nos villes d'aujourd'hui, dans la ville de Paris et dans la ville de Beyrouth. Ce qui a évoqué des questionnements très divers et transdisciplinaires. Et on n'a pas rapporté ce projet de recherche, donc je me suis quand même lancée dans la thèse en cherchant à postuler un peu à d'autres petites bourses de mobilité qui m'ont aussi permis, et je me rends compte de ça
assez tardivement aujourd'hui. Donc, en faisant ces exercices de postuler à des bourses, je pensais que c'était vraiment un moment où je mettais la thèse à côté et je rédigeais un texte pour postuler à une bourse. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que tous ces moments-là où je pensais que je mettais la thèse à côté, en fait, non. Ça m'a aidé vraiment à évoluer ma méthodologie, à évoluer mon sujet. Je donne comme exemple la bourse que j'ai eue de l'association des histoires des rails, Rail Histoire. Et à ce moment-là, j'ai commencé à donner plus de valeur à la dimension historique dans mon sujet de thèse, comment j'aborde cette dimension qui est toujours aussi présente aujourd'hui dans mon avancement de sujet. Donc voilà, c'est un peu ça. Oui, j'avais justement une question sur la partie, le rôle de l'histoire en fait dans la thèse, mais vous venez de répondre un peu à cette question. Mais peut-être que ça serait aussi intéressant, vous continuez encore à répondre à des bourses ou en tout cas à financer votre thèse. Donc, ce que j'ai compris en tout cas dans votre parcours, c'est que vous avez encore répondu à une troisième bourse. Si vous pouvez nous raconter l'étape là qui arrive. Aussi. Oui, alors du coup, j'ai postulé, la dernière bourse dont j'ai postulé, c'est aussi une bourse de mobilité justement pour aller aux États-Unis qui, en gros, englobe peut-être un potentiel nouveau terrain, mais aussi une potentielle collaboration ou entretien ou enquête avec un chercheur qui travaille sur une méthodologie qui s'appelle la méthodologie de la pensée résiliente urbaine ou de la résilience urbaine, qui est aujourd'hui, qui m'a permis d'évoluer vraiment dans ma méthodologie de travail de thèse. Et pour rebondir aussi sur un peu sur la question de l'histoire, donc en fait, au début, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur l'histoire du chemin de fer du Liban, en fait, les deux chemins, ils ont été construits à la fin du 19e siècle. Donc, dans le cadre du terrain libanais, du chemin de fer libanais, à la fin du 19e siècle, le Liban faisait partie de l'Empire ottoman. Et justement, cette ligne ferroviaire, elle faisait partie d'une grande ligne ou d'un grand réseau qui partait, qui se raccordait à l'Orient Express ou au Hejaz Express qui partait dans la péninsule arabe. Et donc, ça avait des enjeux politiques et des enjeux territoriaux et des enjeux de développement complètement différents que celui de la Petite Ceinture à Paris, qui a été aussi construit à la fin du 19e siècle. Mais alors là, c'était en vue de l'industrialisation, de la révolution, de la seconde révolution, la révolution industrielle, comment on relie ces gares parisiennes entre elles et on relie ces gares entre elles à travers cette petite ceinture. Donc, ça engendre aussi des questionnements et des enjeux politiques différents. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de spécifier, d'identifier les dates clés, les acteurs clés, les raisons clés pour la construction, mais pas que, pour le fait pourquoi on a arrêté d'utiliser ces deux infrastructures. Donc aussi là, on a des raisons complètement différentes dans les deux pays, ce qui est complètement normal. À Paris, j'imagine que vous connaissez bien, c'est un signe de développement plutôt. Au Liban, c'est un signe d'arrêt de progrès. Aujourd'hui, on n'a pas un réseau ferroviaire, on n'a pas un réseau de transport qui traverse le pays. Donc même le regard des habitants, le regard des gens à la Petite Ceinture à Paris, il est complètement différent de celui du chemin de fer au Liban. Et donc, ça fait un peu cette différence et en même temps cette richesse des deux terrains. Peut-être pour rebondir aussi, l'intérêt, enfin, ce qui est intéressant dans l'infrastructure, c'est que en même temps,
c'est un élément en fait qui tisse du lien et en même temps ça peut être un élément qui est rupture aussi dans le territoire. Et du coup, j'avais une question sur comment vous abordez dans votre travail en fait ce jeu conflictuel qu'il peut y avoir entre l'échelle locale en fait, très locale, et l'échelle territoriale sur les différents terrains. Oui, effectivement, cette question d'échelle, elle est aussi au cœur de mes recherches aujourd'hui, parce que dans la problématique ou dans les enjeux que je traite dans ces deux infrastructures, j'ai les enjeux que j'ai plus tendance à faire le focus, le petit tronçon, la petite section. Par exemple, si on prend comme exemple la petite ceinture, quand on regarde le petit tronçon, ça sera plutôt intéressant d'étudier ou d'analyser ou de voir sur cette échelle les enjeux sociaux, les enjeux justement de comment on retisse ce tronçon à son quartier, aux riverains, aux habitants, comment ça se transforme vraiment d'une manière très locale. Par contre, si on veut parler plutôt de la grande échelle, sur la petite ceinture, de l'échelle de la ceinture, sur Paris, ça sera plutôt par un regard, par le biais de l'écologie, du corridor écologique, du corridor vert qui s'est développé, de la biodiversité. Alors là, ça sera plus cohérent de parler de développement écologique ou de biodiversité sur l'ensemble de l'infrastructure que sur les petites échelles. Et des fois, on peut considérer que ces petites échelles, ces petits tronçons qui ont été rouverts, ils sont complètement séparés de cette grande échelle territoriale ou métropolitaine dans le cas de Paris, parce que dans le cas de Beyrouth, c'est complètement différent. Donc, dans le cas de Beyrouth, la chose dont je suis consciente, c'est cette échelle qui est plutôt, quand on parle de l'échelle du chemin, c'est un chemin de fer qui reliait tout le pays, contrairement à Paris. Et donc, moi, mon terrain, c'est vraiment sur l'échelle de la ville, à Beyrouth. Et donc, ça sera peut-être plus un focus sur justement ces pratiques sociales et comment elles peuvent nouer et relier ces fragmentations qui peuvent être causées, fragmentations physiques qui peuvent être causées par cette infrastructure sur une petite échelle. Ici pour continuer, non, mais peut-être vous avez parlé de la pensée résiliente urbaine, Ouais. c'est un élément qui est venu dans un troisième temps, en fait, dans le travail de la thèse. Est-ce que vous pouvez un peu développer justement cette méthodologie que vous essayez de mettre en place par rapport à cette pensée résiliente et comment vous la mettez en pratique, en tout cas peut-être dans la méthode ou enfin dans les manières de faire. Oui, alors ça c'est vraiment dans l'avancement, le dernier avancement de la thèse et en cours de chantier. Et donc en fait, cette méthodologie ou cette idée de la résilience urbaine qui émane du terme résilience qui a été initié dans les sciences d'écologie par Holling dans les années 70. Et à un certain moment, on commençait à parler d'une ville résiliente. Mais en fait, il y a beaucoup de recherches qui se développent depuis un certain temps, surtout avec des chercheurs aux États-Unis anglo-saxons, sur l'idée de la pensée urbaine résiliente ou de la résilience urbaine, en croisant, en considérant que, au lieu de faire une analyse vraiment linéaire sur des systèmes complexes dans la ville, donc du coup, on adopte la méthodologie de la résilience urbaine pour justement analyser ou s'attarder à cette complexité, à cette transdisciplinarité d'enjeux et d'acteurs qui sont aujourd'hui au sein de la transformation de la ville ou même des infrastructures de la ville.
Et justement, en échangeant avec le prof dont j'ai eu en cours au Postmaster à Bordeaux, et on a eu l'occasion d'échanger plus récemment quand j'ai postulé à la bourse pour aller aux États-Unis. Par exemple, lui, il a adopté cette méthodologie pour justement analyser des pratiques sociales participantes pour reprendre une infrastructure, un entrepôt, une infrastructure dans la ville de Mataró en Espagne, à côté de Barcelone. Et du coup, ils ont analysé par le biais de cette méthodologie toute la transformation de cet endroit en s'intéressant justement au système socio-écologique de toute cette dynamique qui a été autour. Et donc, pour adapter ça à ma thèse, et puisque justement j'ai ces deux terrains qui marquent la thèse, et si jamais j'ai la bourse pour aller aux États-Unis, on pourra peut-être discuter éventuellement cette polarité d'avoir peut-être 3 études de cas au lieu de 2, on verra bien ça, mais ça sera... on verra. Donc, ça sera aussi l'idée d'adapter cette méthode d'analyse justement pour comprendre toutes les phases d'adaptation de ces endroits-là. Et donc, en considérant qu'il y a eu des moments on appelle ça crise en anglais, peut-être que ça sera traduit autrement en français, qui ont fait, par exemple, au début, l'arrêt du transport ferroviaire, qui ont fait à un second moment une certaine rénovation et changement d'usage de cet endroit. Et donc, on cherche à savoir dans ce cycle adaptatif, entre chaque cycle et un autre, sur plusieurs échelles, on cherche à savoir d'une manière plus détaillée qu'est-ce qui a causé et qu'est-ce qui a causé la remontée de cette crise pour rebondir à un changement. Et est-ce que ce changement d'usage, par les façons dont il a été fait, est-il bien adapté à ce terrain? Et est-ce qu'il va être bien adapté à un autre terrain ou pas? Et je prends aussi comme exemple la petite ceinture qui a fait tout ce processus commence par des pratiques dites informelles, plus tard institutionnalisées par la mairie de Paris, avec le budget participatif dont j'essaye au moins de faire l'analyse critique sur toute cette démarche-là par le biais de ces cycles adaptatifs. Par contre, au Liban, on a moins de cycles, on a moins de pour analyser, on s'arrête aux pratiques dites informelles, justement la façon dont on a cette infrastructure, on essaie de faire des choses, il y a des pratiques, il y a des dynamiques qui se font autour, on essaye de les visibiliser à l'aide de cette méthode, mais donc, il y a aussi cet aspect prospectif, mais qui viendra peut-être ou pas à la fin de la thèse. Donc c'est c'est pas du tout encore bien calé ou voilà, précis, mais j'espère que ça sera au moins la bonne méthodologie à suivre justement pour aborder cette mise en miroir ou cette analogie entre les deux terrains. Voilà. Et du coup, comment vous interrogez ou pas justement tous les termes qu'on entend en ce moment entre l'urbanisme temporaire, l'urbanisme tactique, l'urbanisme résilient, l'urbanisme participatif, enfin, il y a tout un vocable là-dessus. Est-ce que du coup, dans votre thèse, vous interrogez tous ces mécanismes et les différences qu'il peut y avoir entre tous ces termes ou comment ou pas, enfin, est-ce que vous intéressez à tous ce vocable en fait qu'on entend et ces manières Ouais, c'est vrai que c'est une grande question qui peut se poser dans la thèse, parce on peut un peu caser cette façon de faire, cette façon de fabriquer la ville dans tous ces grands courants, ces petits courants ou ces nouveaux courants alternatifs. Je ne sais pas si on peut dire alternatifs, mais bon. Et donc, ça pourrait être justement
je pense que ça pourrait aussi s'adapter différemment aux deux terrains parce que justement, à Paris, peut-être ça a été déjà classé, la transformation de la petite ceinture, que c'est par la ville, que c'est vraiment l'urbanisme transitoire, réinventons Paris. Donc, peut-être ça sera plutôt adapté au Liban et comment, à la fin de cette thèse, on pourra peut-être juger ou faire la critique sur cette manière de faire, sur cette manière, par exemple, prenons l'urbanisme transitoire ou l'urbanisme temporaire, qui au début était vraiment la façon de pouvoir faire des choses un peu d'une manière pour tester, pour expérimenter, qui est devenu beaucoup plus un outil de politique urbaine aujourd'hui et qui n'est pas du tout le cas au Liban. Donc, il faut aussi à un certain moment voir comment les choses se font ici à Paris, en France, dans quelle case ou dans quelle définition on met cette transformation de la petite ceinture vis-à-vis une façon complètement différente de faire la ville au Liban, surtout face à une crise qui est beaucoup plus je pense, grande, qui est l'explosion et l'urgence de reconstruire. Et j'avoue que la reconstruction de la gare, qui était au premier plan de l'explosion, n'était pas du tout dans l'urgence. Donc, l'urgence, c'était plutôt de construire les maisons. Mais du coup, ça sera peut-être aussi l'occasion de réquestionner la manière de faire dans ces endroits-là, parce qu'ils existent dans la ville, ils sont là, ils marquent physiquement, et ils marquent socialement. Et je trouve que c'est une excellente question dont je pense qu'il va être plutôt développé en conclusion à la fin de la thèse pour voir comment justement cette recherche se positionne vis-à-vis à tous ces mouvements-là. Donc plutôt une perspective d'analyse critique de ces Solène emploie les termes vocables, enfin, qui recouvrent des approches plus ou moins opportunes, plus ou moins institutionnalisées, plus ou moins spontanées, plus ou moins formalisées, et qui émergent de ces diverses manières aussi en fonction d'un contexte mais aussi d'une réceptivité des habitants vis-à-vis soit des injonctions, soit des invitations, soit de l'abandon par la collectivité, appelons-la comme ça, de ces grandes infrastructures. Donc, votre thèse met bien en évidence cette difficulté des démarches comparatives. En sciences dures, on aime bien travailler à température et pression constante, comme si on peut faire varier une masse moléculaire ou que sais-je. Dans nos cas, c'est toujours plus difficile d'arriver à avoir un cadre stabilisé pour pouvoir s'offrir le luxe de comparer des situations différentes. Et donc là, le fait de vous intéresser au qualificatif des démarches, c'est-à-dire entre le transitoire, le temporaire, etc., comme facteur éclairant des spécificités locales et de l'action publique sur ces territoires. Je pense que c'est une façon intéressante de poser un curseur qui met en évidence la relativité des contextes. C'est une vraie difficulté en ce qui concerne un travail comme le et de faire entrer un troisième terrain et pas sans risque. En revanche, c'est peut-être la possibilité d'une montée en généralité et de sortir justement de cette polarité qui oblige en quelque sorte la comparaison. Il y a peut-être là une vraie opportunité. Je pense que c'est... je ne veux surtout pas influencer sur la direction scientifique de la thèse en question. Mais voilà, il me semble que vous êtes vraiment à la croisée là,
d'opportunités qui sont, tout en étant enrichissantes, constituent une prise de risque. Voilà, c'est sûrement je pense que ça éclaire d'autres travaux de thèse que j'ai en tête, sur des comparaisons, sur des terrains, dans des situations différentes. Il y a une question d'Elisabeth Essayant. Elisabeth. Je trouve que cette année, Christelle a intégré un des enseignements et vous avez fait 2 balades sur la petite ceinture. On va explorer le terrain ensemble un petit peu. Moi, j'aimerais quand même revenir sur quoi André vient de terminer et sur ce que tu énonçais en termes de méthodologie. Parce qu'effectivement, est-ce que c'est un travail qui est un travail de lecture comparatiste et auquel cas quand même ça pose quand même la question de réduction et avec quelle méthode clairement tu travailles. Est-ce qu'on vise un travail de type de comparaison morphologique quand même, parce que tu parlais de la forme, l'objet formel et avec tout ce que ça suppose des méthodes mobilisées autour de ça. André faisait référence sur la question des mots, en fait, de l'analyse des vocables. Parce qu'effectivement, c'est complexe, d'ailleurs, qu'on travaille sur des aires géographiques aussi différentes et avec évidemment des contextes de gestion, d'acteurs aussi variés. Comment on fait effectivement face à ça, face à cette difficulté-là? Parce qu'on a presque envie de dire qu'il n'y a que la morphologie, l'objet physique, ça peut rassurer parce qu'on peut au moins penser, imposer comme ça, des bases de comparaison à des échelles différentes. Disons que voilà, ça donne une sorte de colonne vertébrale qui permet d'avoir quelques paramètres de comparaison. Donc voilà, concrètement, quand tu as parlé de méthodologie un peu spécifique, est-ce que tu peux un peu revenir là-dessus? Est-ce que tu es plutôt dans des démarches qui sont rapprochées à des personnes comme Nicolas Tixier, avec les transects qui articulent peut-être des démarches de traverser le territoire avec différents acteurs. Et donc, on a quand même des méthodes qui ont été explorées, qui ont été validées, qui permettent un peu de se raccrocher à ça, pas de s'inscrire là-dedans. Est-ce que tu es vraiment plutôt du côté de la compréhension des logiques des acteurs et comme tu disais, effectivement, des moments d'émergence de certains éléments, des moments de crise, c'est plutôt de ce côté-là. Donc, moi, le sujet est quand même très vaste. Comment toi, quelles sont un petit peu les balises que tu portes au niveau méthodologique pour effectivement ne pas te perdre dans un travail comme ça avec des terrains Alors, je peux répondre que pour la thèse, je ne suis pas dans une démarche de transect ou de j'adopte pas du tout cette démarche parce que même si au début, j'imaginais plus faire des démarches un peu plus... après, eux, ils travaillent beaucoup sur les ambiances. Moi, c'est pas du tout, c'est moins le cas, mais de faire des transects pour pouvoir analyser donc cette méthodologie-là, je ne l'adopte pas jusqu'aujourd'hui. Peut-être, je sais pas. Je peux dire que non, même si depuis le début, on avait dit qu'on n'est pas du tout non plus dans la comparaison des deux terrains. Donc, on était vraiment précis sur cette question-là, même si la relation entre les deux terrains n'était pas... donc, la méthode, comment élaborer les deux terrains n'était pas claire en disant qu'on n'était pas... on comparait pas les deux terrains, on met en miroir, on a adopté ce terme, mise en miroir. Donc, aujourd'hui, j'adopte très clairement la méthodologie d'analyse par cette méthode de résilience urbaine qui permet d'analyser les deux terrains séparément. Et je me pose la question, comment je pourrais les réunir ensemble? Donc, je n'ai pas du tout la réponse, en fait. Et je me demande si... Parce que, par exemple, lors de mon post-master à Bordeaux, j'ai complètement fait ça. J'ai fait le transect, je suis rentrée au Liban, je suis marchée sur le chemin de fer, j'ai relevé des éléments que je voulais relever. J'avais très envie de continuer dans cette démarche-là, mais ça n'était pas du tout possible dans le cadre de la thèse. Et donc, ça reste une question très importante et qui
qui nécessite d'être bien développé, peut-être ça sera plus développé après le terrain, parce que je vais faire le terrain au Liban bientôt. Et donc, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le terrain. D'ailleurs, d'après l'explosion, je ne suis pas retournée pour voir comment c'est. Et donc, ça serait peut-être, ça relèvera des éléments qui seront peut-être des indicateurs, justement, comment évoluer dans cette méthodologie vis-à-vis des deux terrains, vis-à-vis de la morphologie peut-être, ou se focaliser et garder la focalisation sur justement ces systèmes socio-écologiques qui se développent, donc qui englobent les pratiques des habitants, les acteurs de la ville, les politiques urbaines et aussi les questions de comment on se positionne aussi, surtout à Paris, par rapport à l'écologie, à la biodiversité de ces endroits. Et ça veut dire que les corpus que tu mobilises, est-ce que tu peux dire 2 ou 3 mots sur les principaux corpus que tu... Oui, du coup, jusqu'à maintenant, les corpus, par exemple, c'est le corpus que je développe sur la petite ceinture, il était bien plus clair que celui sur le terrain du Liban, parce qu'il y a eu beaucoup de travail de recherche sur le sujet. Par contre, le corpus que je développe sur justement la nouvelle méthode de la résilience urbaine, j'essaye justement d'essayer de comprendre si ça peut s'adapter sur des infrastructures comme ça ou pas. Jusqu'à maintenant, ça a l'air de bien s'adapter. Voilà, donc Oui, Christiana. Oui, juste, si je l'ai compris, c'est l'idée des cycles de vie qui est importante dans cette méthode que tu as découverte justement. En lisant et en échangeant avec les enseignants. Et en fait, je pense que c'est très intéressant le fait que cette notion, la notion de cycle de vie, là c'est d'une infrastructure, te permet d'analyser les deux, voire trois. Moi, je ne pensais pas que tu allais t'aventurer aussi sur la High Line de New York, pourquoi pas. Mais ces questions de cycle te permettent vraiment d'isoler les différents objets et de dire ou d'analyser le cycle qui se présente aux chercheurs, aux observateurs en ce moment, de bien l'analyser à fond, de le restituer dans toute sa valence, dans ce que tu arrives à comprendre du point de vue formel, du point de vue des pratiques, du point de vue des approches aussi environnementales. Donc, je crois que là, tu as trouvé vraiment quelque chose de vraiment intéressant et important auquel méthodologiquement tu peux tu peux relier en fait. Accrocher. Merci. Et c'est la fin de la journée. On est tous fatigués. Voilà. Donc, c'était juste une petite, c'était pas une question, mais une intervention qui vise un peu à rassurer ou te rassurer sur l'importance de ce mot et de ce concept qui peut être vraiment intéressant, important dans la thèse. À voir. Voilà, à voir. Comme tu as souligné, bon, c'est à voir ça. Donc, c'est vrai que pendant la thèse, on a toujours beaucoup de questions et on a les réponses arrivent bien plus tard et c'est ça qui est angoissant. C'est vrai qu'en démarrant, on pense que ça y est, on a le sujet, voilà, on est accepté dans on commence une thèse, on a le sujet, on pense que les idées, le sujet, il est bien cristallisé et stabilisé, mais en fait, non. Oui, il faut être conscient de ça parce que ça peut être aussi assez, je dirais, déstabilisant de ne pas savoir
ne pas savoir comment ça peut évoluer et quel résultat, à quoi s'attendre. Et surtout, dans mon cas, par exemple, je me pose des questions, comment je dis, parce que, par exemple, la ville de Paris, elle disait, on fait la reconquête de la petite ceinture. Et donc, on sait que ce mot reconquête, on n'aime plus l'utiliser aujourd'hui. Et donc, je me pose une question, quel terme faut-il que j'emploie quand je parle de la réhabilitation J'arrive pas à trouver un terme qui décrit véritablement ce qui t'arrive. Donc, je dis la transformation, mais peut-être ça va changer. Et donc, c'est des détails comme ça qui me semblent importants et qui, parfois, on bloque là-dessus. Et des fois, sur des détails ou sur des choses plus... voilà, donc c'est vraiment un travail en perpétuelle mutation et transformation, comme les chemins de fer. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? On arrête là, Christelle? Ouais, on arrête là. Merci, Christelle. Bien, merci. Merci beaucoup. Merci.